Je suis très heureuse et très fière de cette université d'automne consacrée aux luttes des femmes dans le monde et au mouvement féministe, parce que je fais partie de ces femmes féministes depuis, j'allais dire depuis l'origine, non, depuis que j'ai une conscience politique peut-être. Notamment, on en parlait avec Madame la maire sur la question de la féminisation des noms, qui, en termes symboliques, est très importante. Et je vous rappelle que lors de notre dernier congrès, nous avons dit que nous nous engagions à avoir un langage plus inclusif. C'est-à-dire que quand on écrit des choses, et vous devez le remarquer dans la plupart de nos écrits, on l'écrit au masculin et au féminin afin d'être englobant et de ne pas laisser de côté une part de l'humanité. On aura l'occasion de parler de tout ça. Je voudrais dire que les positions qui vont être exprimées par les uns et les autres, comme d'habitude, ne sont pas forcément les positions de la LDH, mais il y a des questions sur lesquelles, même en notre sein, le débat est ouvert. Donc nous aurons sur certains sujets l'occasion de continuer à travailler. Mais j'ai envie de dire, même si les termes ne sont pas tout à fait justes, que nous allons vérifier notamment si le féminisme est bien symbole d'universalisme, même si ce mot est contesté, et malheureusement vérifier aussi que la domination du patriarcat existe partout dans le monde. Et puis, je ne vais pas être trop longue parce que c'est Fabienne qui va introduire nos travaux. Je voudrais juste remercier celles qui ont préparé cette université d'automne. Fabienne Messica en premier, Nadia Dogramadjian, Marie Zartiguelong et Françoise Dumont, notre présidente d'honneur, et bien sûr Gérard Aschiari, qui est l'homme des universités d'automne, j'allais dire, et qui a participé à celle-ci. Dernière chose, quand nous avons préparé le programme, l'actualité, c'était les conséquences de la prise du pouvoir des talibans par rapport à l'Afghanistan. Mais depuis, il y a le combat des femmes iraniennes avec ce très beau slogan « Femmes, vie, liberté ». Donc j'ai envie de dédier cette université d'automne au combat des femmes iraniennes. Et je vais demander à Irène Asnari, présidente coordinatrice, pardon, elle m'a corrigé déjà tout à l'heure, coordonnatrice de l'Association des femmes iraniennes pour la démocratie, de prendre la parole, puisque nous pensons que les femmes iraniennes avaient leur place dans cette université d'automne. À toi, Irène. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour à toutes et à tous et merci à la LDH de m'inviter à cette assemblée et je suis très émue que cette université d'automne est dédiée aux femmes iraniennes en lutte. Les noms sont longs, je ne cite pas Françoise, Marie-Christine et tous les amis de la LDH qui ont cette attention à l'égard des femmes iraniennes. D'ailleurs, il y avait des manifestations, des rassemblements organisés depuis avec la participation de LDH et même des manifs ou des rassemblements qui étaient à l'initiative de la LDH. Et nous sommes, en tant que femmes iraniennes, très, comment dirais-je, c'est un peu difficile de trouver les mots, touchés par cet élan de solidarité. Donc, vous le savez tous que Iran, depuis 71 jours, est en mouvement. Et vous le savez sûrement, quelle est l'origine de ce qui se passe depuis presque 2 mois et demi en Iran. Le 16 septembre, Jina, j'insiste, c'est le prénom kurde de Mahsa Amini,
jeune femme kurde d'Iran en visite à Téhéran, est assassinée par la police des mœurs pour une mèche de cheveux dépassant son voile. Malgré les pressions étatiques, sa famille, courageuse, dénonce le crime. Une vague de protestation surgit du Kurdistan d'Iran, qui a une longue histoire de lutte contre ce régime théocratique, répressif et centralisé. Le mouvement s'étend rapidement à toutes les villes d'Iran au cri « Femmes, vie, liberté » et slogan de la lutte des femmes au Rojava. Si il est indéniable que les femmes et que les jeunes filles sont au premier rang de ce soulèvement, il faut souligner que nous sommes face à une révolte populaire à laquelle femmes, hommes et adolescents et adolescentes participent au risque de leur vie. Les femmes, en brûlant leur voile, ont ému la communauté internationale et provoqué un élan de solidarité. Cette fois-ci, les voix des Iraniennes et des Iraniens en lutte ont été entendues. Des voix que l'État islamique a tenté d'étouffer depuis 43 ans. Il faut rappeler que le voile obligatoire imposé par ce régime religieux aux femmes en Iran n'est pas un simple tissu sur la tête, mais un outil de contrôle du corps des femmes. Pour mieux comprendre ce qui se passe actuellement en Iran, pour mieux comprendre ce soulèvement populaire et surtout la révolte des femmes, il est nécessaire d'expliquer très brièvement quelques points. D'abord, depuis 43 ans, les Iraniennes sont les premières victimes non seulement des inégalités et des discriminations perpétrées par des lois misogynes issues de la charia pour marquer leur infériorité dans un ordre social hiérarchisé, mais aussi, je souligne, mais aussi, elles sont victimes de violences institutionnalisées sans précédent. La police des mœurs illustre bien cette violence systémique au service d'un régime rétrograde et misogyne pour contrôler plus particulièrement les femmes. Ça, c'est le premier point qu'on doit tenir compte pour comprendre ce qui se passe actuellement en Iran et pourquoi les femmes se trouvent au premier rang de ce soulèvement. Ensuite, une crise profonde dans tous les domaines, politique, social, économique, environnemental, et surtout une injustice sociale. 60% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. 40% des jeunes sont au chômage, y compris les diplômés, qui par conséquent quittent l'Iran. À savoir qu'avec les nouvelles technologies, la génération née sous la dictature a eu une nouvelle ouverture sur le monde actuel. Elle voit que d'autres modes de vie existent. En un seul mot, les jeunes n'ont aucune perspective d'avenir avec ce régime. Il faut tenir en compte aussi que l'Iran est un pays multipeuple. Il y a évidemment les Farses, mais les peuples turcs, kurdes, arabes ou encore baloutches, qui sont très importants. Il ne s'agit pas de minorités
ou d'ethnie, mais bien de peuple. Ils ont été réprimés par le régime de Shah, ancien régime, et ont continué à l'être sous la théocratie actuelle d'une façon encore plus violente. Et ensuite, pour une partie de la population, il y avait un espoir de réforme. Au fil des années, il s'est avéré qu'il est impossible de réformer ce régime théocratique, répressif et corrompu. Vous avez dû entendre les mouvements de réformateurs en Iran, et que les gens allaient voter en espérant que ça va changer, mais nous avons tous vu qu'est-ce qui a donné comme résultat. Il faut donc prendre en compte ces éléments pour mieux analyser ce qui se passe actuellement en Iran. J'aimerais bien dire quelques mots sur la participation intragénérationnelle de la population au Kurdistan et en Sistan de Baloutchistan, dans les manifestations et dans les protestations. À la différence du reste de l'Iran, où ce sont surtout les jeunes qui se sont mobilisés, jeunes femmes, jeunes hommes, dans ces deux régions, tout le monde, jeunes et vieux, manifeste, et le nombre de tués par balle est effrayant. Pratiquement, le nombre de tués dans ces deux régions est la moitié des chiffres affreux que je vais vous annoncer. À ce jour, le nombre officiel de tués dépasse 480 personnes, sans compter les personnes tuées ces derniers jours au Kurdistan, dont nous n'avons pas encore le chiffre exact, et hier, à Zahedan, en Sistan, Baloutchistan, les gens ont descendu par milliers dans les rues et ils étaient cibles des tirs du gardien de la révolution. Nous n'avons pas encore, malheureusement, le chiffre exact des tués et des blessés. Ça, c'était pour attirer votre attention que, certes, cet État islamique réprime tout le monde, mais la pression sur ces deux régions est encore beaucoup plus sévère. Alors, parmi les tués, vous avez dû entendre, il y a au moins 50 enfants et adolescents, des milliers de blessés et plus de 16 000 arrestations. Et il faut des mauvaises nouvelles aussi, il faut le dire. Parallèlement à ces crimes, les nouvelles reçues des centres de détention dans les différentes villes en Iran indiquent qu'un certain nombre de jeunes filles ont subi des violences sexuelles. Elles ont même été violées. Ça, ce sont des nouvelles, mais vraiment qu'on a vérifié la véracité de ces nouvelles. Plusieurs cas de viol de jeunes garçons ont également été signalés. Les violences sexuelles et dans de nombreux cas, le viol sont des méthodes courantes de torture sur les prisonnières et prisonniers politiques, mais elles se sont accentuées depuis le mouvement vert 2009 en Iran. Vous vous souvenez peut-être de ce soulèvement aussi qui était à la base protester la fraude électorale et que ça a été réprimé encore dans le sang. Et vous êtes sûrement au courant de ce qui s'est passé depuis 2017, 2018 et 2019, les protestations, les manifestations réprimées dans le sang. On parle au moins de 1500 morts et de plusieurs blessés et 7000 arrestations. Justement, les jeunes, femmes et hommes, ont été aussi violés pendant leur arrestation, pendant qu'ils étaient en prison. Je vais finir en dépit de toutes ces répressions, violences et atrocités monstrueuses, le mouvement épris de liberté, de l'égalité se poursuit depuis 71 jours.
Je dis et je répète dans toutes mes interventions depuis 2 mois et demi que les revendications des femmes en Iran dépassent largement de supprimer la loi sur le voile ou la suppression de la police des mœurs. Elles réclament la liberté, l'égalité et la justice sociale. Elles veulent participer dans la vie politique et sociale à part entière et ne pas être considérées comme la moitié d'un homme. En conclusion, je dis seulement qu'aujourd'hui, partout en Iran, au Kurdistan et en Baloutchistan en particulier, les femmes et les hommes, dans un combat avec les mains vides, un combat inégal si on peut dire, et au prix de leur sang, de leur vie, montrent leur détermination pour un vrai changement. Un changement qui n'est pas du tout possible dans le cadre de ce régime théocratique, répressif et centralisé. Aujourd'hui, plus que jamais, les Iraniennes et les Iraniens ont besoin d'une solidarité internationale. Merci.